Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Olivier Andrieux. Donc Olivier, c'est un formateur que je suis depuis très longtemps parce qu'il fait du référencement depuis très longtemps. Et il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Le SEO en 500 questions que j'ai ici. Et j'ai eu envie de faire une petite interview rapide avec Olivier pour savoir justement pourquoi il a lancé ce livre-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver, comment on peut l'utiliser, etc. Olivier, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour dire qui tu es aux personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Je m'appelle Olivier Andrieux, ma société s'appelle Abondance. La société d'ailleurs a fêté ses 25 ans le 1er avril de cette année. C'est pas un poisson. Il y a quelques jours, hein, j'avais créé la société le 1er avril 1996 pour faire du référencement sur Alta Vista à l'époque et sur Yahoo, parce que Google n'existait pas encore. Et donc, en fait, mes activités, c'est de faire beaucoup d'audits de sites, d'audits SEO, de formation, et puis d'accompagnement de clients sur des migrations, sur la création de sites web ou sur des sujets très, très spécifiques, etc. Et avec des bouquins, des sites web, des outils en ligne, enfin, voilà, des guides PDF, hein, plein de choses autour du SEO depuis ces quelques années. Et on peut retrouver tout ça sur le site abondance.com. Voilà. Tu fais Voilà. de l'actu au quotidien. OK. Donc, je ne savais pas que tu avais lancé ton entreprise en 1er avril. Donc, en gros, ton entreprise, c'est une très, très grande blague depuis 25 ans, Exactement. c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. C'est une blague qui marche bien, en tout cas. Du coup, on va parler un petit peu du livre que tu as écrit, là, qui est sorti très récemment au moment où on tourne l'interview. Est-ce que tu... Ouais, voilà. Voilà. Hop, 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 hop. j'ai Voilà. la même. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as écrit un livre de questions-réponses? Comment ça t'est venu, cette idée-là, en fait? Comme je le disais tout à l'heure, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le domaine, que j'ai fait énormément de conférences, de formations, et je reçois beaucoup de mails aussi. En fait, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, on me posait souvent des questions qui étaient récurrentes. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, alors je vais essayer de les compiler. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais créer des FAQ sur Abondance aussi. Ça peut être pas mal, justement, de récupérer ces questions et de faire des petites réponses rapides. Ça m'a permis aussi de tester les balises de données structurées sur les FAQ. Et puis, en fait, les gens ont beaucoup aimé ce format de FAQ. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est sympa, j'aimais bien le format. Et je me suis dit, il y avait le confinement l'année dernière. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être avoir un peu de temps. Est-ce que je ne pourrais pas créer un livre qui regroupe les questions? Alors, au début, j'avais imaginé 1000 questions d'ailleurs. Bon, c'était difficile d'en trouver 1000 finalement sur le SEO. Enfin, après c'était des questions qui étaient moins intéressantes. Donc, j'ai préféré faire quelque chose d'un petit peu plus ramassé sur 500 questions. Je l'ai proposé à l'éditeur. Il m'a dit OK. Et puis voilà. Et l'idée, c'est vraiment de compiler les 500 questions qu'on m'a le plus posées en 25 ans et pour chacune de répondre sur un paragraphe. Donc, quelque chose de rapide, du plus informatif possible et le plus clair et le plus pertinent possible. Ouais, j'ai essayé vraiment donc, pas de l'histoire. L'idée, c'est pas de faire des réponses longues, super argumentées. Bon, tout ça, il y a les autres bouquins qui sont pour ça, qui sont dispo pour ça. C'est vraiment dire une question, une réponse, une question, une réponse. Et j'aime bien en plus la mise en page, parce que c'est vraiment chaque petite pastille rouge ici, c'est une question. Et donc, juste en dessous, il y a la réponse. Alors, des fois, il y a 2 mots, hein, des fois, il y a un mot, parfois, il y a un paragraphe, mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'être le plus clair et le plus pertinent possible, j'espère en tout cas, sur ces 500 questions. Il y en a un petit peu plus que 500 d'ailleurs. Alors, comme je disais juste avant qu'on commence l'interview, moi, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc je n'ai pas eu le temps de le lire en entier. Je n'ai pas vu qu'il y avait plus de 500 questions encore, donc je regarderai. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce format où le maximum, on va avoir 10 lignes, je pense, de réponses. Et on a Ouais. certaines réponses où, en effet, j'en ai lu une, alors je ne sais plus quelle question c'était, mais où c'est la réponse est non, point barre, ou quelque chose comme ça. Voilà. Tu vois. Voilà, comme ça, on ne se Ouais. pose pas de questions, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, je crois que tu le dis, passons à autre chose ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça vraiment excellent parce que du coup, oui, voilà, on a gagné du temps, quoi. C'est bon, Ah la oui, question, tu ouais, as la réponse à la question, tu n'as pas besoin de ouais. tergiverser indéfiniment. Et comme ça, on avance. Ouais. C'est classé par catégorie, hein, par grande catégorie.
Et en fait, il y a un sommaire hein, où on lit les questions, donc on trouve assez facilement la question qu'on se pose, et puis ben, on peut aller directement sur la réponse derrière. L'idée, c'était de créer un livre utile qu'on a à côté de soi, et puis dès qu'on se pose une question, on va se référer au bouquin, quoi. Voilà. Ouais, et c'est aussi ce que je disais, c'est que tu n'as pas besoin de le lire du début à la fin. Il n'y a même pas Ouais. forcément de sens de lire du début à la fin, même s'il y a quand même une chronologie dans comment tu as organisé les questions. Mais c'est vraiment un livre où on va piocher dedans quand on a une question. Ou alors, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai regardé le sommaire où on a toutes les questions une par une. Et voilà, les questions qui m'interpellaient, je suis allé les voir pour vérifier un petit peu ce que moi, j'avais mon avis et voir Ouais. par rapport au. Ouais. Du coup, moi j'ai une question, c'est par rapport à tes deux autres livres. On avait fait une interview sur un autre de tes livres il y a quelques temps. Par rapport à tes deux autres livres, comment ils s'insèrent dans ces deux autres livres? Tu as un livre pour débutants, tu as un livre beaucoup plus épais qui est un peu surnommé la Bible du SEO. Comment tu l'intègres au final ces trois livres? Je les mettrais un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a le premier, là, hein, référencement Google Mode d'emploi. Donc, celui-là, c'est pour les débutants, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, qui veulent juste avoir un vernis et ça leur suffit. Après, donc oui, il y a le gros pavé de 666 pages, là, réussir son référencement web, voilà, celui-là en fait, va vraiment détailler beaucoup un certain nombre de points. Et c'est un peu entre les deux, en fait. Il est un peu complémentaire, c'est-à-dire, pour moi, ça convient aux deux. Il faut quand même avoir lu, je pense, référencement Google Mode d'emploi, le livre pour débutants, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais après, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par contre, dans celui-là, on aura des réponses super courtes. Si on veut développer, on va sur le gros, quoi. Un peu, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complémentaire, pas obligatoirement linéaire. Autant il y en a un pour les débutants et un pour. Donc ça, c'est les deux premiers, c'est vraiment un pour les débutants et l'autre qui développe. Celui-là, il est un peu entre les deux. Ouais, c'est une version courte, quoi. C'est une version courte du gros, quoi, si on veut. Mais par contre, il n'y a aucun développement sur les réponses. Les développements, ils sont sur la Bible, entre guillemets. Ouais, et tu fais aussi Ouais. souvent référence à des vidéos aussi d'ailleurs pour compléter. Oui, parce qu'en fait, les vidéos, c'est un peu le même fonctionnement, puisque les vidéos viennent souvent de questions qu'on m'a posées en conférence, en formation ou par mail, etc. Et dit, ah ben tiens, oui, c'est pas mal, je vais faire une vidéo là-dessus. Et hop, je fais une vidéo. Donc les vidéos, elles durent 4, 5, 6, 8 minutes, c'est un peu plus long. Donc c'est aussi parfois, sur le nouveau bouquin, il peut y avoir une référence en disant allez voir cette telle ou telle vidéo, puisque ce sera un petit peu plus développé. Les vidéos marchent bien aussi, hein, les gens aiment bien ce format. J'ai mis du temps à faire des vidéos, mais maintenant, ça y est, j'ai mon rythme de croisière. J'aurai bientôt la 200e qui sera tournée. Mais ouais, ça permet de faire quelque chose d'assez vivant et les gens aiment bien en règle générale. Donc, tout ça est complémentaire. L'idée, c'est de ne pas faire deux fois la même chose, de proposer plusieurs formats. Parfois, les gens aiment bien les choses très, très rapides et très, très concises. Parfois, la vidéo, parfois des articles, parfois les livres, les guides PDF. Enfin, voilà, l'idée, c'est de proposer plusieurs formats et de diffuser le plus largement possible l'information sur le SEO, en fait. Ok. C'est vrai que j'avais vu le chiffre, hein, même en termes de vidéos, tu as une super régularité. Donc, une fois que tu t'es lancé dans le truc, je ne sais pas si tu as raté des semaines, mais on est vraiment à une vidéo par semaine. Donc, chapeau là-dessus, bravo. Tous les mardis, ouais. Tous les mardis, en règle générale, je fais ça le week-end. C'est un peu ma danseuse du week-end. Finalement, j'aime bien. J'ai eu du mal à me regarder à l'écran. C'était pas du tout mon truc. Et puis bon, je me suis dit, allez, à un moment donné, il faut se lancer. Et puis je me suis lancé. Et puis maintenant, ça me plaît, quoi. Je trouve que ça prend pas énormément de temps, hein. C'est le plus long. C'est les slides, en fait. C'est faire les slides, faire structurer le truc et faire des slides pour que ça soit le mieux possible. Après, moi, je fais qu'une prise. Hein. Je fais qu'une prise, il n'y a pas de montage, ou il y a très peu de montage derrière. Donc après, ça va très vite. Mais concevoir la vidéo et les slides, c'est assez long. Mais enfin, bon, voilà, ça fait partie du job. Donc c'est sympa, ouais. Mais j'aime bien, ça me plaît bien. Et finalement, là,
j'ai un tas, je me disais, mais c'est bon, quand j'en aurai fait 50, il n'y aura plus de sujet, quoi. Et en fait, dès que j'ai un sujet, je le note dans un document. Et en fait, là, j'ai une liste longue comme le bras de sujets à faire. Donc, finalement, il y a Ouais. toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire sur le sujet. C'est le principe de la création de contenu, c'est que tu crées un contenu et tu vas aborder 2, 3 sujets que tu vas devoir survoler dans ton contenu. Donc, tu vas te créer 2, 3 vidéos supplémentaires. Finalement, plus tu Ouais. crées de contenu, plus tu vas avoir de contenu à Et créer. c'est vrai que le SEO est un sujet qui est quand même assez riche. Donc, en fait, il y a plein de choses il y a plein de choses à dire. C'est vraiment sympa. Puis, il y a de temps en temps des petites nouveautés. Et puis, des fois, il y a aussi des opinions qu'on peut faire passer par des vidéos. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. C'est vraiment, c'est bien, c'est rigolo. J'aime bien. Ah, c'est bien que tu parles d'opinion parce que ça enchaîne pas mal sur ma question suivante. C'est comment tu obtiens justement les réponses aux questions que tu as mis dans ton livre? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est ton opinion et on peut avoir une opinion différente? Est-ce que c'est des études de cas, des déclarations de Google, etc.? Comment tu obtiens toutes ces infos? Il y a un petit peu de tout. Tiens, en 25 ans, on amasse de l'info, on amasse de l'expérience aussi. Enfin, 25 ans, même, ça fait bientôt 30 ans que je fais du SEO et 25 ans à mon compte. Donc, tu amasses obligatoirement de l'expérience. Ça peut être des tests que j'ai faits, ça peut être des choses que j'ai vues avec mes clients sur leur site, hein, que j'ai constaté sur leur site, sur les sites de mes clients. Ça peut être que j'ai tout simplement posé la question à Google et qu'ils m'ont répondu sur ce point-là et que je pense, sur certains points, je leur fais confiance. Alors, bien sûr, c'est l'évangile selon saint Olivier, hein, mais il y a. euh, ça ne peut être que mon opinion, puisque ce n'est pas une science exacte. Donc, je suis complètement conscient que sur certains points, et d'ailleurs, c'est très bien hein, que sur certains points, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, et c'est normal. Le SEO se nourrit de ça, de la discussion et du débat. Donc, et le fait qu'on soit white hat ou black hat, de toute façon, déjà, sur la base, il y a plein de réponses sur lesquelles un black hat ne sera pas d'accord avec moi, puisque moi, je suis 100% white hat. Donc, après, voilà. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas donner son opinion, quoi. Mais ça reste, ça reste le fruit de mon expérience, de mon vécu, de mes convictions. Mais après, tout est. Voilà, le débat est possible sur tout, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Et moi, j'aime bien débattre des idées sur le SEO. Au dernier SEO Campus, j'ai fait une table ronde White Hat, Black Hat, qui était très marrante avec Alan Kladix, qui est un mec que j'aime bien en plus. Donc voilà, lui il symbolisait le Black Hat, bien sûr. Moi, je symbolisais le White Hat. Et puis voilà, on s'en est mis plein la gueule. C'était sympa. Voilà, il y a pas de. Chacun a son état d'esprit, chacun a sa vision, sa façon de faire. L'important n'est pas obligatoirement d'appliquer à la lettre ce que je dis ou ce que quiconque dit. L'idée, c'est de prendre l'information, de la digérer, de la tester. On est toujours dans le test and learn en SEO. Donc, l'idée, c'est de digérer les informations, mais de toujours faire, de tracer son propre chemin et de faire d'avoir ses propres convictions. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est fournir de l'info aux gens pour qu'ils se fassent eux-mêmes leurs propres convictions. Voilà, si j'arrive à ça, je suis content. Mais je veux pas, je trouverais dommage que quelqu'un dise je fais ça parce qu'Olivier Andrieux l'a dit. Non, non, tu fais ça parce que tu penses que c'est bien et que tu as gravé ta conviction sur la base d'informations que j'ai éventuellement fournies, mais aussi sur tes propres tests, sur ta propre expérience et sur ta propre façon de voir les choses et de voir le métier. Et sur ton propre état d'esprit, sur jusqu'où tu veux aller pour faire du SEO. Ça c'est une bonne vision, je pense. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Alors, c'est clair que moi, j'aime bien cette vision parce que c'est un peu celle que je partage. J'aime bien apprendre les choses et en Ouais. effet, après, partir de constats, de choses qu'on a vues, etc. et essayer de comprendre pourquoi ça devrait fonctionner comme ça. Et quelque chose que tu dis et que je dis toujours moi, autour de moi, c'est que le SEO, ce n'est pas une science exacte. Et ce qui est
au départ, pour moi, était un vrai problème, parce que moi, je suis développeur à la base, et donc, du coup, moi, j'aime bien quand A plus B, ça donne C et que ça ne change pas. Ce n'est pas le cas en SEO, donc il a fallu que je Non. m'adapte et que je m'habitue là-dessus. Et, Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi enseigner, je pense, aux gens, parce qu'ils ont vraiment cette sensation, peut-être parce qu'on part d'un algorithme finalement de Google qui va être globalement mathématique, et on va se dire, ok, bah voilà, justement, il y a le A plus B va toujours donner C. Malheureusement, ce n'est pas le cas en SEO. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas le cas en SEO. Et c'est vrai que du coup, voilà, cette question d'opinion, elle a le mérite d'exister, et tant mieux bien parce sûr, que chacun a sa façon de faire du SEO. Ouais. et c'est d'autant plus le cas que depuis 2-3 ans, le machine learning est vraiment important dans les algorithmes de Google, et que pour une requête, enfin, si on prend 2 requêtes, on aura peut-être des comportements de l'algorithme complètement différents. Donc, on peut plus dire aujourd'hui, le title, ça a tel poids, le H1, ça a tel poids, les liens, ça a tel poids. Non, c'est pour tel type de requête, il va y avoir un fonctionnement. Pour tel autre type de requête, il va y avoir un autre fonctionnement, parfois très différent. Voilà, en fait, le système est vraiment mutant aujourd'hui. L'algorithme, il est vraiment mutant. Donc, on ne peut pas dire, enfin, ce serait trop beau, hein, si on pouvait dire, tu fais ça, ça marche. Non, personne n'est capable de dire ça, même chez Google. Hein. Quelque chose qu'on va faire sur un site qui va très bien marcher, on va faire la même chose sur un autre site, ça ne marchera pas ou ça marchera moins bien. Il faudra réfléchir différemment, parce que c'est pas exactement, parce que le contexte est différent, tout simplement. Et on est vraiment totalement dans le contexte, et il faut en tenir compte. D'où la notion de science inexacte, et le fait que on s'adapte, et on est toujours dans le test and learn en SEO, vraiment. C'est ça qui fait aussi le côté passionnant du métier, même si c'est un peu fatigant à la longue. Ouais. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait avoir une solution qui fonctionne, et c'est bon, mais bon, d'un autre côté, c'est aussi ce qui permet qu'il y ait autant de prestataires SEO et qui peuvent du coup faire du bon boulot, parce que justement, il y a une faculté d'adaptation qui est super importante, en fait. Du coup, ça m'amène à ma question suivante. Donc là, c'est un petit focus sur une question que j'ai vue dans le livre, où justement, on n'a pas forcément le même avis. Tu dis que l'UX, donc l'expérience utilisateur, elle n'est pas prise en compte pour Google, et qu'il ne va pas prendre en compte notamment la lisibilité, etc., toutes ces choses-là. À mon sens, moi, c'est quelque chose qui essaye de mettre en place et qui va être de plus en plus important. Moi, c'est ma vision des choses. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé aux USA. Je regarde beaucoup les Américains dans ce qu'ils font en termes de SEO, et je trouve qu'ils ont un SEO assez différent de ce qui se fait en francophonie, où on va avoir on va beaucoup accentuer sur la technique, alors que pour moi, les Américains vont plus accentuer sur le SEO en tant que méthode marketing et se focaliser sur le client. Et du coup, l'UX, pour moi, c'est se focaliser sur le client. Et Google veut qu'on se focalise sur le client. Et notamment, tout ce qui est... alors, pas forcément l'index mobile first, mais plutôt le fait que Google te signale dès que ton site n'est pas vraiment adapté au mobile, etc. Pour moi, c'est de l'utilisabilité, de l'expérience utilisateur. Et du coup, ça rentre en compte. Alors, est-ce que ça rentre dans ces critères précisément? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est important pour le SEO? À mon sens, oui, tu vois. Donc, ce n'est pas l'impression que tu donnes dans ton livre quand tu réponds à cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on dit, ou de la façon dont on aborde la notion UX SEO. Si la façon d'aborder ce sujet, c'est Google tient compte de critères UX pour mieux classer telle ou telle page, moi, je ne l'ai jamais constaté. Bon, il y a un débat sur la compatibilité mobile, que effectivement, je n'en suis pas totalement persuadé, mais parler de la compatibilité mobile en 2021, il faut arrêter, quoi. Oui, bien sûr, un site doit être compatible mobile, ouais, voilà, et passons à autre chose, quoi. Enfin, c'est un peu, il n'y a même plus de débat, hein, finalement. Donc, ok, un site doit être compatible mobile, un site doit être en HTTPS, etc. Bon, ok, il n'est pas là le débat. Pour moi, le débat, il est plus sur est-ce qu'on voit, enfin, moi, je vois l'UX comme la continuité du SEO. Le SEO est là pour faire venir du monde sur le site, et l'UX est là pour transformer, pour convertir. Et là, ok, très bien, effectivement. Donc, il y a les deux travaillent la main dans la main. Et si le SEO fait venir du trafic sur un site, mais que derrière, il y a un taux de rebond énorme parce que le site est pourri,
effectivement, ça ne sert à rien. Et donc, l'UX a raté. Donc, je vois plus l'UX comme la continuité du SEO dans une démarche web marketing globale. Et là, OK, là, je suis complètement d'accord à 100%. Mais si on me dit oui, mais il faut que ça soit jaune plutôt que bleu, il faut que ça s'affiche vite, il faut que machin, il faut que truc pour être bien classé, mais c'est, enfin, je ne peux pas dire que c'est faux, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais constaté. Moi, je demande que ça. Hein. C'est qui? C'est Saint-Christophe qui veut tout tester. Je sais plus, il y a un saint, je ne sais plus lequel c'est, qui veut tout constater de lui-même. Ça doit être Saint-Pascal. Voilà. Mais non, bref, je l'ai pas, je le constate pas. Je le constate sur aucun des sites de mes clients, je le constate sur aucun de mes sites à moi. Mais c'est vraiment la question, c'est comment est-ce que j'aborde l'UX? Est-ce que c'est une vision, l'UX sert à convertir le trafic SEO? Et je le disais, je trouve ça très bien et c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Mais je ne vois pas de critères majeurs SEO basé sur l'UX. J'en vois pas, je n'en connais pas. Majeur, hein, un truc vraiment qui compte, quoi. C'est pas un critère secondaire qui est en position 197 sur les 200 de Google. Hein. Non, un truc vraiment qui crée des changements et dans une vision de causalité mesurable derrière. J'ai un site, je fais ça, et je mesure derrière, ah tiens, ça, effectivement, et je fais ça et je fais que ça. Ah tiens, les classements sont meilleurs. Bon, ben ok, ben, c'est un critère qui compte. Dans ce cadre-là, hormis la compatibilité mobile il y a 4 ans de ça, je ne connais pas un critère depuis 10 ans, un nouveau critère depuis 10 ans qui est vu le jour en termes de SEO et qui soit vraiment important et qui ait un impact fort sur le classement. Moi, s'il y en avait, et si je l'avais mesuré, je le dirais, hein, mais je n'en ai pas mesuré, je n'en ai mesuré aucun. Voilà, donc en fait, l'UX, c'est plus une question de définition pour moi. Mais je ne dis pas que l'UX ne sert à rien, hein, soyons clairs. Hein, je dis juste que c'est complémentaire et que c'est la suite logique du SEO, en fait. Ouais. Après, moi, la vision que j'ai de ça, le truc, c'est que j'ai pas fait des tests où on va dire on a fait qu'une seule modification, on a regardé le changement, etc. Parce qu'on n'est pas, moi avec mes clients, on n'est pas forcément dans le mode test. Hein, et moi, je fais de la formation, donc je fais pas forcément de la prestation. Et donc, du coup, l'idée, c'est voilà, on arrive sur une page. Cette page, on a identifié sur quel mot-clé on veut qu'elle se positionne. Et derrière ce mot-clé-là, évidemment, on a un besoin pour l'internaute et on doit répondre à ce besoin. Et en fait, l'UX va aider à répondre à ce besoin. En fait. Typiquement, je prends une fiche produit, on va vouloir que le client ajoute son produit au panier, et c'est ce que lui veut faire si, en effet, on a bien identifié son besoin, ce qu'il voulait acheter le produit, et que le produit répond bien à ce besoin. Le job de la fiche produit, en termes de conversion pure, ça va être d'ajouter le produit au panier. Mais du coup, je trouve qu'en SEO aussi, son rôle, ça va être aussi d'ajouter au panier parce qu'elle répond du coup aux besoins du client. Donc, à mon sens, ça va complètement dans le sens du SEO. Tu vois. Après, en effet, je ne l'ai pas mesuré précisément. Dans tous les cas, de toute façon, la question ne se pose pas vraiment. C'est qu'il faut le faire parce qu'on veut, on veut que la personne ajoute au panier. Mais à mon sens, c'est complètement logique dans la mesure où on veut répondre aux besoins du client. Tu vois. Bien sûr, mais là, c'est évidemment, si on foire ces mots-clés, il n'y a pas de conversion non plus. Enfin, c'est la base du SEO, d'identifier les mots-clés qui correspondent. Est-ce que, bon, après, c'est une question de définition. Est-ce que la bonne définition des mots-clés, des requêtes, fait partie de l'UX? Moi, je ne pense pas, mais on pourrait aussi le mettre. On peut aussi tout mettre dans le SEO et tout mettre dans l'UX. Hein. C'est juste une question de vision, mais effectivement, la bonne définition de la requête, ça fait partie des gestes qui sauvent en SEO. Oui, après, à mon sens, une fois que tu as bien défini le besoin, et moi je suis d'accord, hein, la définition du mot-clé et le besoin derrière, pour moi, c'est du SEO. Après, la limite entre UX et SEO, pour moi, elle est pas forcément palpable dans la mesure où à quel moment rajouter les bons contenus sur ton site. Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est de l'UX? Finalement, pour moi, c'est un peu l'équivalent parce que l'expérience utilisateur, OK, ça va être. On pense souvent à la couleur du bouton, etc. À mon sens, c'est aussi OK, comment j'organise mes informations. Et organiser ton information, c'est à la fois du SEO, à la fois de l'UX, à mon sens.
Donc, c'est pour ça la définition du X et du SEO, elle n'est pas forcément évidente. À la limite, en tout cas, elle n'est pas forcément évidente. Après, en effet, je suis d'accord avec toi que l'idéal, ce serait d'être capable de mesurer le truc, de faire un test, de mesurer les résultats, et puis en plus, après, de le mesurer sur plein de cas différents pour essayer d'en conclure quelque chose. Bien sûr. On est toujours dans le test and learn, hein. Qu'on le veuille ou non, on reste dans ce schéma. Et ce qu'on fera sur un site ne sera pas obligatoirement reproductible sur un autre site, d'ailleurs. Je vais rebondir sur une autre question où tu as fait, à mon sens, une réponse de Normand. Alors, je sais de quoi je parle parce que je suis Normand, où tu dis, faut-il acheter des liens? Et tu as dit, acheter des liens, c'est pas pour Google, il peut mettre une pénalité, c'est pas bien. Google dit que c'est mal. Et derrière, tu enchaînes avec, mais ce serait, je ne sais plus exactement c'est quoi la formule, mais en gros, ce serait dommage d'ignorer que tout le monde en achète. Oui. Et la réalité du marché, quoi. Voilà, du coup, c'est un peu une réponse de Normand, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop le faire, mais tout le monde le fait. Qu'est-ce que tu conseilles en fait là-dessus? Comment toi tu fonctionnes peut-être avec tes clients? Est-ce que tu peux nous en donner? Moi c'est clair, j'ai jamais acheté de lien, je n'en achète pas. Voilà, ça c'est clair. Moi, j'en vends pas non plus. Hein, donc j'en achète pas, j'en vends pas. Donc au moins comme ça, ma position elle est claire. Après, oui, je suis pas totalement débile. Je vois bien que tout le monde en achète et tout le monde en vend. Donc c'est pour ça que je dis, je peux pas dire que et je vois bien que de temps en temps, ça marche, quoi. Ce qui veut dire que Google ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. C'est que si le système il fonctionne, pas toujours quand même, hein, c'est que quelque part, comme il ne pénalise plus, qu'il ignore les liens de faible qualité, bon, je pense que 80% des liens sont ignorés, mais il en reste 20% et qui sont pas pénalisés du coup. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Franchement, l'achat de liens, je le vois, j'ai des clients qui achètent des liens, hein, j'en ai plein, hein, des clients qui achètent des liens. Donc, ils me montrent ce qu'ils ont acheté. Je ne veux pas être méchant, mais enfin, c'est de la merde, quoi. Je suis désolé. C'est vraiment extrêmement mauvais comme qualité. Extrêmement mauvais. Enfin, à un moment donné, il faut faire le constat du truc, quoi. Ils me disent, voilà, j'ai acheté ça, je vais voir. C'est vraiment extrêmement mauvais. En termes de qualité, bon, après le texte, il est ce qu'il est, mais enfin, des choses qui ont été dites 4000 fois déjà sur le web, donc il n'y a pas d'intérêt à redire une 4001e fois. Les encres, pourtant, on va bientôt fêter les 10 ans de Penguin, enfin, ça ne va pas être loin. Il y a encore des encres suroptimisées, mal fichues. Enfin, moi, à la limite, s'il y avait un marché de l'achat du lien avec des liens de qualité, avec des articles de qualité, des liens non suroptimisés, bon, je dirais après tout, puis Google s'en foutrait à la limite, hein, c'est pas un problème. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que 99%, enfin, moi, c'est 99% de ce que je vois, hein, 99% que je vois, c'est immonde. C'est extrêmement mauvais. Alors, je me pose la question, quel est l'intérêt de pourrir le web comme ça pour être tout ça pour être présent sur Google? Alors, avec des algorithmes comme GPT-3 qui arrivent et qui vont permettre de faire des trucs par milliard, des pages de ce type par milliard, je ne sais même pas ce que ça va donner, quoi. Moi, je crois que c'est Saint-Christophe d'ailleurs qui voit, qui croit en ce qu'il voit. Ça me prend dans la tête depuis tout à l'heure. Bref. Moi, je regarde, hein, je regarde, je constate, hein, donc je demande à mes clients, j'achète pas de lien, j'en vends pas. Donc, perso, j'ai pas d'exemple. Je vais voir, donc je demande à mes clients. Et malheureusement, à part du lien SEO pur, ça ne sert à rien. C'est vraiment des liens qui ne servent, des liens et du contenu qui ne servent spécifiquement à rien. À rien d'autre qu'à tricher, quoi, finalement. Alors, ce n'est pas ma vision du truc, hein. Voilà, ce n'est pas ma vision. Maintenant, encore une fois, chacun son trip, hein, chacun sa façon de voir les choses.
j'attends qu'on me montre des vrais liens de qualité, avec un contenu de qualité. Et pour le moment, alors j'en vois quand même quelques-uns, hein, pas non plus dire n'importe quoi. Hein, ça m'arrive de voir des trucs, je dis, ah tiens, l'article est pas mal. Alors, le lien est acheté, ça se voit en 4 secondes, hein, que le lien est acheté. Hein, l'encre, machin, le truc, ça va. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein, comme on dit. Donc ça se voit immédiatement que le lien est acheté. Mais au moins, il y a eu un effort. Il y a eu un effort qui semble assez sympa. Et je dis bravo, ben, ok, là, ça c'est bien. Donc je peux dire à mes clients, non, mais celui-là, il est pas mal de liens. Ok, tu l'as acheté. Je ne suis pas niais, quoi. Je vois les trucs. Mais tu as acheté un truc de qualité. Tu en as eu pour ton argent, ça va. Enfin, on est quand même, je suis désolé, mais on est très très loin de voir une situation où, d'une façon générale, ce travail-là est fait avec qualité. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, ou en tout cas, peut-être que je vois les mauvais articles et les mauvais liens, hein, c'est possible. Hein. On me montre pas les bons, hein, c'est possible. Hein. Mais ce que je vois, c'est vraiment pas terrible, clairement. Alors, je pense qu'on a à peu près le même avis sur ça. De la même manière, je ne conseille pas, alors moi je ne vends pas de lien, je ne conseille pas d'en acheter, à une exception près. En fait, c'est là où finalement on ne va pas acheter un lien, mais on va acheter une publication sur peut-être un très gros site. Alors quand je parle de très gros site, je parle peut-être je suis dans la décoration et je vais avoir une publication chez Marie-Claire. Qui est un très gros site, qui fait voilà, et qui finalement a un business model autour de la mise en avant sur leur journal numérique ou autre d'entreprise, etc. Et finalement, on paye cette publication et dedans, bon, ça paraît cohérent qu'on ait un lien. À mon sens, déjà, on est sur du lien qui va être de bien meilleure qualité. Et au final, alors comment Google va juger ça? Difficile à dire. La situation est très claire. D'abord, il faut que l'article soit de bonne qualité, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur Marie-Claire que l'article est de bonne qualité, hein, clairement. Donc évidemment, derrière, il faut quand même un peu se lever le baigneur pour faire quelque chose qui tienne la route. Et deux, le lien doit être en nofollow, c'est la règle. Si le lien n'est pas en nofollow, c'est un lien acheté, c'est potentiellement pénalisable, ce ne sera pas pénalisé. La situation, c'est celle-là aujourd'hui. Voilà, enfin, si on veut suivre la règle à la lettre, le lien est en nofollow. La règle, elle est claire. Hein, ça, à ce niveau, oui, pour le coup, oui, c'est clair que pour une fois, Google est plutôt clair sur cette règle-là. Il n'est pas toujours clair sur tout, mais là, au moins, il est plutôt clair. Moi, à mon sens, c'est un lien. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que de toute façon, l'idée, c'est pas d'aller acheter ça pour le référencement naturel, c'est d'aller l'acheter et de voir le retour sur investissement derrière qu'on peut avoir. Est-ce que justement, en utilisant cette notoriété qu'on peut avoir parce qu'on est apparu sur un gros site comme ça, etc., on peut en parler sur sa newsletter, etc., est-ce que ça peut déclencher des ventes? C'est quelque chose qu'on constate. Alors, c'est des liens qui ne vont pas coûter 200 ou 300 euros comme on peut avoir quelque part. Hein. C'est clairement, du coup, une publication chez Marie-Claire, c'est plutôt 1500, 2000 euros ou des choses comme ça. Mais derrière, voilà, ça peut déclencher l'équivalent en vente et ça peut être carrément intéressant. Et j'ai envie de dire, au final, on a un lien en bonus. Après, Google va le prendre en compte ou pas, difficile à dire. Dans tous les cas, on aura quand même gagné de la visibilité, ce qui, à mon sens, est intéressant. Ouais. Après, moi, ça ne me choque même pas d'acheter un lien sur un site vraiment connu, reconnu, qui a pignon sur rue, et même de le mettre en do-follow, de ne pas le mettre en no-follow, parce qu'après tout, le problème, c'est si le lien il est sur canapé angle pas cher, comme encre, ça y est, on pète tout. Non, mais on en est là aujourd'hui encore, hein, pas tout le temps. Hein. Enfin, je vois des trucs, ça fait peur quand même. En fait, si la source est de bonne qualité, si l'article n'est pas mauvais, mais si l'encre est pourrie, voilà, à la limite, il vaut mieux le mettre en no-follow, clairement. Alors, sur ce genre de gros sites, alors on peut demander les liens qu'on veut, mais moi, je conseille plutôt un article de présentation sur l'entreprise et finalement un lien sur la homepage, parce que c'est logique de faire un lien sur la homepage quand on a présenté l'entreprise. Oui. Après, je suis assez d'accord avec toi. Avec une encre sur la marque. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi par contre, sur tout ce qui se fait en termes d'achat de liens, etc. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, moi, ça stagne, mon référencement naturel, ça baisse. Pourtant, je continue d'acheter plein de liens, etc. Je pense que ça a fonctionné pendant un temps. Je pense que ça ne fonctionne plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a peu de gens qui se rendent compte que 80% des liens qu'ils achètent ne sont pas pris en compte par Google.
Ouais. Et parce que Google estime que c'est de la faible qualité. Et comme il n'y a plus de pénalité et que, évidemment, les liens, ils peuvent même apparaître dans la Search Console, enfin, évidemment, on dit, ah bah tiens, j'ai acheté plein de liens, mais qu'est-ce qui te dit que Google les prend en compte? Rien, rien. Ouais, et c'est un problème parce qu'en fait, moi, après, je suis obligé d'expliquer à mes clients, on utilise Ahrefs comme outil, mais n'importe quel autre outil va fonctionner pareil, de leur dire, oui, tu as augmenté ta note, donc là, pour Ahrefs, c'est le domaine rank, ce serait le Trustflow pour un autre site, etc. En fait, oui, tu augmentes ça, mais en fait, c'est pas... Enfin, du coup, tu achètes juste une augmentation de cette valeur-là qui n'a pas d'impact finalement parce que Google, lui, il ne va pas mesurer de la même manière. Donc, à un moment donné, on est obligé de leur dire, oui, tu as tant de DR, mais finalement, à mon avis, divise-le par 2 ou par 3. D'ailleurs, on ne sait même pas par combien le diviser parce que la réalité, elle n'est pas ce que t'affiche l'outil, parce que lui, il n'a pas la même précision que Google dans ces liens-là. Et moi, je constate vraiment, alors voilà, justement, c'était la question que j'avais derrière, c'est comment savoir si un lien est acheté, et tu dis, bah, un expert va le voir tout de suite. Clairement, je vois tout de suite quand un lien est acheté. Il y a des choses qui sont, alors déjà, l'optimisation de l'encre, hein, ça c'est clair, on le voit tout de suite. Mais après, ne serait-ce que la qualité du site sur lequel l'article est publié, il y a un nombre de sites qui existent, qui ne sont là que pour vendre du lien et qui, moi je suis aussi d'accord avec toi sur, j'appelle ça un peu la pollution du web, c'est un peu dommage parce qu'on a bien pollué la planète, bon, on a un univers numérique et on le pollue aussi, avec des centaines et des milliers et des millions d'articles qui sont publiés et qui n'ont aucun autre intérêt que de vendre un lien, qui ne donnent pas de valeur, qui ne sont pas intéressants, ils font tous 1000 mots, 1200 mots ou 800 mots et il y a un lien dedans, éventuellement une image s'il a fait un petit effort. Moi, j'ai du mal à me dire que les personnes qui vendent ces liens-là, alors j'ai rien contre eux en particulier, mais les personnes qui vendent ces liens-là, comment elles peuvent imaginer que Google ne va pas être capable de le voir alors que tous les liens ont exactement le même profil en fait. Bien sûr. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure pour un humain. Je ne vois pas pourquoi Google, avec le niveau algorithmique qu'il peut avoir, n'est pas capable de détecter ça en fait. Bien sûr. Et que ne pas détecter qu'il y a des réseaux, qu'il y a un certain nombre de choses. Après, c'est je m'en fous ou pas, quoi. C'est un peu ça. Chez Google, l'algorithme, il va dire, bon, là, c'est vraiment trop, donc je ne prends pas. Ou, bon, là, ça passe encore, je prends. Mais tout est question de niveau de curseur. Hein. Et à un moment donné, ils vont baisser le curseur, c'est sûr, et tout va péter, quoi. Enfin, à mon avis, il va se passer exactement la même chose qu'avec Penguin. Hein, quand en 2011, c'était 2012, Penguin. En 2011, c'était vraiment la fête du slip sur les liens. C'était n'importe quoi, mais c'était n'importe quoi. Et on disait, attention, ça va péter. Boum, l'année suivante, Penguin arrive. Parce qu'en fait, c'était tellement pollué, le web, que c'était plus possible. Là, on commence à arriver sur des situations où ça devient plus possible non plus en termes de pollution. Donc, à mon avis, ça va répéter. Quoi. Ça va répéter parce que on est toujours dans cette position où dès qu'il y a quelque chose, on l'a vu sur les balises de données structurées notamment, les balises de données structurées sur les FAQ, on pouvait faire plein de choses. Google a proposé un certain nombre de possibilités. On pouvait mettre des petites vignettes, enfin, des petites imagettes. On pouvait il y avait un nombre de questions par défaut qui étaient intéressantes. Enfin, on avait vraiment une visibilité dans les pages de résultats qui était super intéressante. Ça a été complètement manipulé. Il n'a pas fallu un mois ou deux pour que Google dise plus d'imagettes, plus de machins, plus de trucs. Il n'y a quasiment plus de visibilité sur les FAQ. Il y en a encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant, enfin, etc. Dès qu'il y a un système qui est disponible, il est tout de suite dévoyé, il est tout de suite manipulé. Et derrière, ça ne fonctionne plus. Donc, voilà, les liens, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est la situation, pour moi, elle n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable pour Google. Donc, à un moment donné, ça va péter. On verra. Hein. Mais, D'autant plus que ces stratégies de créer des liens et du contenu juste pour créer des liens coûtent de l'argent à Google parce que lui, ça lui fait d'autant plus de pages à aller chercher. Et Google, l'une des choses qu'il n'a pas envie, c'est de dépenser de l'argent. Et on voit bien que depuis 2 ans, Google a d'énormes problèmes d'indexation, énormes problèmes, des bugs, etc. Et qu'aujourd'hui, faire indexer rapidement une page, notamment depuis 6 mois, c'est la croix et la bannière, quoi, parce qu'en fait, il n'arrive pas à suivre une augmentation exponentielle des contenus. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions.
Du coup, j'ai juste quelques questions qui tu pourras rajouter peut-être dans la prochaine version du bouquin. On Je suis passera preneur. si tu les trouves intéressantes, tu pourras passer à 503, Voilà. 504 questions. Ce sera une super amélioration pour le livre. Moi, c'est des questions plutôt SEO liées au e-commerce. Une question qui revient très souvent, c'est est-ce que je dois ajouter du texte sur mes pages de catégorie? Est-ce que c'est important pour le SEO? Alors, du texte sur les pages de catégorie, oui, hein, clairement, et au-dessus de la liste des produits, pas en dessous. Donc, il faut. En fait, ça dépend aussi de l'objectif qu'on a. Est-ce qu'on veut positionner les pages de catégorie en plus des pages produits? Je pense que oui, parce qu'en fait, les pages catégories vont se positionner sur des mots-clés de moyenne traîne, souvent, qui peuvent être très intéressants sur le nom de la catégorie, en fait. Ce qui n'est pas possible sur une fiche produit, par exemple. La fiche produit, elle va être plutôt positionnée sur le nom du produit, sur la marque du produit, et la page liste de la page catégorie, elle va se positionner sur la requête qui correspond à la catégorie. Donc, les enjeux sont différents, les requêtes sont différentes. Par contre, si on veut se positionner sur les catégories, enfin sur les noms de catégories, sans texte, c'est quand même bien compliqué. Donc là, après, on peut mettre du texte au-dessus de la liste des produits, avec éventuellement un accordéon pour que ça soit pour qu'il n'y ait pas un gros pavé de texte qui va décaler toute la liste de produits vers le bas. Ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas très vendeur. Donc, 2-3 lignes de texte avec un accordéon pour dérouler un texte plus long, un petit peu SEO, un petit peu informatif. Enfin, c'est du texte qui sera quand même très SEO. Et ça marche bien, ouais, bien sûr. Ouais, il faut. Enfin, en tout cas, je suis persuadé qu'il faut faire ça. Ouais. Par contre, ce que je vois chez les clients, c'est que ça fait du boulot. C'est clair. Rajouter un pavé de texte sur chaque catégorie. Alors, quand on a 3 catégories, ça va. Quand on en a 3000, c'est quand même vachement différent. Évidemment, il faut que ça soit original. Alors, on peut faire un peu de spinning, un peu de texte à trous, mais enfin, ça marche quand même moins bien que du vrai texte original. Et c'est intéressant parce que justement, moi, je conseille de faire attention à pas descendre trop les produits. Donc, il y a la technique de l'accordéon. Tu penses que vraiment le texte en dessous des produits va vraiment être beaucoup moins pris en compte par Ah non, Google que si ah tu le oui, mets enfin, au-dessus en haut? c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Ouais, Ok. en dessous et sur les côtés, c'était moins bien pris en compte qu'au-dessus. Ok. Voilà, c'est mon constat. Ouais, ok. Après, de toute façon, Google est capable de déterminer déjà la partie centrale de la page, ou déjà Mhm. selon où tu le mets, si tu le mets sur le côté, il est tout à fait capable de se dire que ça, c'est pas intéressant par rapport au contenu principal de la page. Mhm. Ouais, après, en effet, après, c'est toujours le dilemme de ne pas descendre les produits, donc il y a la technique de l'accordéon. Et je lisais Ouais. dans le livre, dans ton livre, justement, que tu expliquais que c'est aussi pris en compte, en fait, que le texte qui est caché et qu'il faut afficher est pris en compte. Il est Ouais. pris en compte de la même manière ou Ah, peut-être qu'il pareil. est un peu moins pris en compte? Pareil. D'autant plus que maintenant, tous les sites sont dans l'index mobile first. Donc, parce que c'était une des conditions. Et donc, à partir du moment où le texte est potentiellement visible sur une action, un clic ou autre, il n'y a pas de souci. Il n'est pas caché, donc c'est exactement le même poids que s'il était entièrement déroulé. C'est comme si tous les accordéons étaient entièrement déroulés, c'est comme si tous les onglets étaient visibles en fait. Ok, super. Ça marche. Ok, donc tu as répondu à la question que j'avais après, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce type de texte. On va t'expliquer que l'idée, c'est de faire un texte plutôt informatif et utile, avec évidemment une bonne dose de SEO dedans. Et les 3 premières lignes, moi j'aime bien expliquer qu'en fait, les 3 premières lignes, finalement, c'est d'expliquer ce qu'on va retrouver dans cette catégorie et éventuellement de mettre des liens vers des sous-catégories pour dire, voilà, là vous êtes dans tel univers, vous pouvez aller plus précisément dans telle partie. Euh, L'autre question que j'ai, d'après toi, c'est quoi le plus gros problème que tu rencontres, enfin le problème le plus fréquent que tu vas rencontrer sur les boutiques en ligne en termes de SEO? Oh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est le contenu dupliqué intrasite ou intersite qu'on va rencontrer quasiment sur chaque boutique en fait. En intrasite avec des fiches produits qui se ressemblent beaucoup. Ou en intersite, là j'ai un client, là justement, je travaille sur son audit. En fait, il a plusieurs sites et les produits sont présentés à l'identique sur chaque site. Hmm. Alors, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas
pas de pénalité, il n'y a pas de punition de la part de Google. C'est que à chaque fois, il n'y a qu'une version qui a la visibilité. Donc, il faut choisir laquelle, ou alors proposer des textes qui sont suffisamment différenciants pour qu'il n'y ait plus de contenu dupliqué. Voilà, pour moi, s'il y a vraiment sur les boutiques, s'il y a vraiment un sujet qui revient systématiquement, c'est celui-là. Ça peut être aussi par rapport à une marketplace. Enfin, le truc revient toujours, en fait. Et il faut essayer de trouver des solutions. Alors, des solutions, il y en a toujours. Hein, et la meilleure solution, c'est de proposer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de contenu dupliqué, donc de proposer des textes qui sont suffisamment différents. Ça dépend du temps. C'est la solution que les e-commerçants n'aiment pas trop entendre. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est la seule qui fonctionne bien. Hein. Après, on peut, via la canonical, on peut au moins dire à Google quel est le produit canonique. Mais c'est surtout ça. Ouais. C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Je trouve que d'une façon générale, les sites web, quels qu'ils soient, et de commerce électronique en particulier, la qualité s'améliore au fil du temps, je trouve. Les plateformes aussi sont de plus en plus souples ou proposent de plus en plus de possibilités dans ce domaine-là. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Je fais beaucoup de sites, je travaille sur beaucoup de sites de commerce électronique et s'il y a vraiment une constante, c'est le contenu dupliqué en fait, qu'il faut traiter de la façon la moins pire possible, quoi. Okay. Après, comme tu le dis, ce n'est pas une pénalité. Par contre, c'est une perte d'opportunité, à mon sens. Et, Voilà. Il peut y avoir une problématique de crawl derrière si c'est vraiment à une grande échelle sur le site. Ouais, clairement. Va perdre Google, Google va perdre beaucoup de temps, en fait. Après, par exemple, on voit souvent la problématique des variantes d'un produit en couleur ou en taille, etc. Et en fait, beaucoup de plateformes auparavant proposaient une URL par variante, une URL par possibilité, ce qui multipliait les URL. Si on avait un t-shirt en 5 tailles, 10 couleurs, c'était une catastrophe, quoi. En termes de contenu dupliqué. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent d'avoir la variante, la taille, la couleur avec une seule URL. L'URL ne change pas et en fait, tout se fait en JavaScript ou autre et on reste toujours sur la même URL. Donc là, ça résout déjà le problème. Donc il y a quand même plus de facilité, plus de solutions aujourd'hui qui sont apportées par les plateformes pour faire du SEO en se prenant moins la tête en fait. C'est clair. Ok, une autre question que tu as en partie déjà répondu, mais moi, une question qui revient très souvent, là encore, j'ai ma version de la réponse, mais ça m'intéresse d'entendre la tienne, c'est est-ce qu'il faut référencer les pages catégories ou est-ce qu'il faut référencer les pages produits sur un site e-commerce? Bon, je pense que je connais ta réponse, mais je veux bien que tu nous la dises. Ouais, en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Hein. Si on veut référencer les pages produits seulement, on va le faire. Je trouve ça un peu dommage. A priori, l'idée, c'est de référencer à la fois les pages catégories et les pages produits. Parfois, même les pages catégories sont plus intéressantes que les pages produits en termes de SEO parce que le produit est tellement précis, tellement spécifique que ça va être de la super, super longue traîne et que les requêtes seront très peu tapées. Par contre, ce sera plus la catégorie qui sera intéressante. Donc, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Sauf si on recherche vraiment un produit très, très spécifique et que on l'a en magasin, donc c'est bien. Les deux types de pages ne répondent pas aux mêmes besoins. C'est souvent de la longue traîne pour le produit et de la moyenne traîne pour la catégorie. Donc, les deux ont leur possibilités, leurs fonctionnalités. Et à mon avis, les deux sont intéressantes. Hein. Les deux proposent des pistes SEO intéressantes, mais l'optimisation n'est pas la même, les requêtes ne sont pas les mêmes. C'est deux types de travail différents, mais les deux sont intéressants. Moi, ce que j'aime bien expliquer sur ce point-là, c'est qu'en fait, on va déjà essayer de partir de la question du client, en fait, du mot-clé que le client va taper et quelle page va lui répondre. Et en fait, on va se rendre compte parfois sur beaucoup de nos produits, en fait, il n'y a pas forcément de mots-clés très intéressants. Ça va être en effet juste le nom du produit. Il n'y a pratiquement pas de volume de recherche dessus. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK,
tous ces produits où il n'y a pas forcément de volume de recherche, c'est de la très très longue traîne, comme tu dis, il n'y a sans doute pas de travail à faire en fait. Peut-être que simplement améliorer le référencement global du site va faire que ces pages-là vont se positionner parce que la concurrence derrière ne cherche pas à travailler ce mot-clé-là et on va gagner beaucoup de trafic via de la longue traîne, ce qui est un peu le principe de la longue traîne d'ailleurs. Je trouve que c'est souvent mal expliqué la longue traîne, mais le principe de la longue traîne, c'est que on n'est pas censé y passer trop de temps sur ces mots-clés de longue traîne parce que c'est le volume de chaque page, enfin le volume cumulé de chaque page qui va faire du volume vraiment, au final. Passer du temps à travailler un mot-clé de longue traîne, c'est un peu un non-sens à un moment donné. Ah bah complètement, oui. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, ces pages-là, elles existent, donc je vais essayer quand même de trouver un nom qui est intéressant. Je vais mettre un titre qui est bon, mais après, je ne vais pas y passer plus de temps sur ces pages-là parce que d'elles-mêmes, elles doivent se positionner si mon site a un référencement correct global, en fait. Si l'optimisation est bien faite, si l'optimisation globale est bien faite, le travail se fait tout seul derrière. C'est vraiment le but. Un site bien fait gère la longue traîne de lui-même. Ouais, c'est une erreur que font beaucoup d'e-commerçants, c'est qu'en fait, ils ont tendance à pas trop augmenter leur catalogue de produits parce qu'il faut rédiger toutes les descriptions, etc., etc. Alors bien sûr, si on a des pages où il n'y a pas du tout de description, on n'a vraiment rien d'intéressant et tout ça, elles vont peut-être être complètement ignorées par Google, mais il y a aussi plein de pages qui, parce que de toute façon, en termes de concurrence, il n'y en a pas ou il y en a très peu et qu'on est sur un mot-clé de très longue traîne, vont fonctionner en référence naturelle. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus, en fait. Et du coup, c'est dommage de se bloquer parce qu'on doit remplir 15 000 fiches produits, en fait. C'est purement le principe d'Amazon. Hein. Oui. Amazon fonctionne par la longue traîne, clairement. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on peut aller les chercher sur des mots-clés parce que des fois, ils sont positionnés, mais ils n'ont rien fait de particulier. Bien sûr. Et nous, on peut aller les chercher dessus. Ouais. Complètement, ouais. OK. Et la petite question piège que j'ai tout le temps, et il y a pas, pour moi, je n'ai pas de réponse forcément claire, tu en auras peut-être une. Pourquoi, la question, c'est, je vais la formuler comme un client la pose tout le temps. Pourquoi est-ce que je vois des sites qui sont, a priori, la page, elle est moins bonne qualité que la mienne, je suis plus populaire que lui, mais lui, il est quand même mieux classé sur les mots-clés qui m'intéressent. Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, en fait, on a toujours les yeux de Chimène pour notre site et les sites des concurrents, ils sont toujours mauvais. Est-ce que c'est réellement objectif déjà? Est-ce qu'il est vraiment moins bon? C'est une vraie question, hein, mais prenons du recul. Et est-ce qu'il est vraiment moins bon? Qu'est-ce qui fait qu'en termes de popularité, qu'est-ce qui fait, sous quelle mesure on prend en compte sur la popularité? Ahrefs, enfin, c'est pas Google, hein, aussi, ou Majestic ou autre. En fait, c'est super, c'est souvent super subjectif. C'est pareil, j'ai tout le temps la question. Il dit ouais, mais lui, il est nul, machin. Puis je vais voir le site. Il me dit il est pas je suis désolé, il est pas si nul que ça. Il est même plutôt bien. Hein. Peut-être même qu'il est meilleur que vous, monsieur. Allez savoir. Donc bon. Attention, hein, je me méfie beaucoup de ce type de truc, mais après, voilà, il y a 200 critères de pertinence. Il a peut-être triché et pas vous. Vous avez peut-être triché et pas lui. Tout s'analyse. Après, c'est toujours difficile d'analyser un concurrent parce qu'on n'a pas accès à tout. Moi, je fais des audits de sites, j'ai accès à la Search Console, j'ai accès à Analytics, j'ai accès à plein d'outils qui me permettent d'avoir une bonne idée sur le niveau d'optimisation du site. Mais optimiser un concurrent à mon client, ben, je n'aurai pas la Search Console, je n'aurai pas son Analytics, il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas accès. Donc, on ne peut pas regarder un site concurrent comme on regarde et comme on analyse le site d'un client parce qu'on n'a pas toutes les infos. Ou alors, on a des outils qui permettent d'avoir des informations, mais qui ne viennent pas de Google. Alors, c'est plus difficile. Après, honnêtement, on tombe parfois sur des choses qui sont totalement inexplicables. Hein. Je suis parfois tombé sur des situations où j'en ai vu une il y a 1 heure là, où alors c'est un peu différent, mais en fait sur une requête vraiment de longue traîne en plus. Google positionne la page catégorie sur le nom. Alors c'est des articles, hein, mais sur le titre de l'article, il positionne la page catégorie au lieu de l'article lui-même. Une page catégorie où il va y avoir 10 articles, sur le titre d'un des 10 articles, c'est la page catégorie qui sort, c'est complètement débile. C'est l'article qui devrait sortir. Bah non, c'est la page. Des trucs comme ça
on ne sait pas. Parfois, il vaut mieux pas chercher à comprendre parce que, bon, ça arrive, bien sûr, mais enfin, c'est impossible à dire. Franchement, pourquoi est-ce que mon concurrent est mieux placé que moi? Ben, peut-être parce qu'il fait mieux son boulot, je ne sais pas moi. Peut-être parce qu'il est meilleur en SEO. Bon, on peut lancer des analyses, hein, mais il peut aussi très bien tricher et que ça ne se voit pas si facilement, c'est possible aussi. Il y a des tas de raisons. Ce que je réponds en général, c'est OK, regardez les concurrents autant que vous voulez, mais faites d'abord du bon boulot sur votre site. La priorité, c'est de regarder votre site et d'être content de ce que vous faites et de faire un travail d'excellente qualité sur votre site. Après, quand vous aurez fait ça, vous aurez tout le temps de regarder les concurrents. Mais si vous avez du temps à investir aujourd'hui, investissez-le sur votre site plutôt qu'à essayer de regarder les concurrents. Et je trouve que c'est une attitude constructive, je trouve, plus constructive que de passer du temps. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est des clients qui essayaient de copier ce que faisaient les concurrents. Alors ça, c'est terrible. Et à chaque fois, ils copient ce que le concurrent fait mal. C'est vraiment pas de bol, hein, mais c'est quasi systématique, quoi. Ah, il a changé ses URL, je vais changer mes URL. Ah, secours, mais pourquoi tu as touché à tes URL? C'est pas possible. Ah, tout ça pour enlever un mot, enfin, des trucs qui ne servent à rien, quoi. Évidemment, sans me le dire, évidemment, parce que sinon, je lui aurais dit non, touche pas à tes URL. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est copier ce que fait le concurrent. Ça, c'est terrible, parce que systématiquement, on va copier ce qui fait mal. Dans le meilleur des cas, ça ne servira à rien. Dans le pire des cas, on va perdre du trafic. Donc, ça peut donner des idées. Regardez ce que font les autres, on peut avoir des idées. Et si on peut le mettre en place sur son site, mais il faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est pas juste mon concurrent l'a fait, donc je le fais. Non, mon concurrent l'a fait, je comprends pourquoi il l'a fait, je pense que ça peut être intéressant et je le fais. Donc là, pourquoi pas? Mais copier, entre guillemets, bêtement ce que fait un concurrent, en règle générale, c'est une catastrophe nationale, quoi, clairement. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ta réponse. Déjà, le fait de se dire, OK, un peu d'objectivité, parce que souvent, voilà, le jugement, il est très… Mais ça se pas du comprend, tout… c'est ton site, tu Ouais, c'est l'aimes, c'est ton bébé. Alors, évidemment, les enfants des autres, ils sont toujours moins bien éduqués que les tiens, hein, c'est connu. Hein. Bon, pas toujours ça en vrai, mais… Non, mais à tel point que moi, je vais mettre en place un process pour mettre à jour mes articles, etc. Parce que si je ne les mets pas à jour, ils ne vont pas performer suffisamment. Et en fait, à un moment donné, lui mettre à jour, ça va te faire mieux que les concurrents. Et en fait, ce que je vais demander, c'est pas moi qui vais analyser en quoi ils sont mieux, en fait. Je vais demander à quelqu'un de le faire, de se dire, OK, regarde mon article, regarde les concurrents et dis-moi ce qui est mieux chez eux que chez moi, en fait. Tu vois. Parce que je trouve ça difficile. À un moment donné, on a nos convictions, etc., etc. Mais à un moment donné, nos convictions, elles peuvent aussi aller à l'encontre du référencement naturel, parce que Google, il n'a pas vraiment de conviction, lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut répondre à la masse de gens qui vont taper un mot-clé. Et si toi, tu es persuadé que ça, je vais le dire comme ça c'est comme ça que des clients vont me le dire aussi, c'est que ça, c'est des conneries. Typiquement, ça, il ne faut pas le vendre, c'est nul, etc., machin, quand je parle de e-commerce. Je vois, OK, mais tous tes concurrents le font, tu es le seul à ne pas le faire, toi, tu n'es pas bien positionné. Est-ce que tu ne dois pas parler de ça dans ta page? Est-ce que tu ne dois pas, etc. Parce que tes clients, ils l'attendent. Alors après, tu le formules comme tu veux, tu expliques que pour toi, ce n'est pas forcément bon, etc. Mais tes clients, ils ont peut-être besoin d'avoir ton avis sur ce sujet-là plutôt que d'exclure complètement le sujet parce que pour toi, tu ne veux pas en parler, en fait. Et du coup, ce n'est pas évident de juger, en effet, les concurrents et de se dire, OK, lui, faire un travail qui est meilleur que moi, parce qu'on a tout un background derrière qui fait que on a nos convictions qui font qu'on n'est pas obligé d'être OK avec les concurrents, quoi. Mais Google, lui, il ne va pas se poser ces questions-là, en fait. Ah oui, il est un peu plus objectif que nous. C'est clair. C'est clair. Écoute, j'ai plus qu'une seule question, mais par contre, ce n'est pas du référencement naturel, c'est que tu as été très prolifique. Je pense que le confinement t'a plutôt bien aidé. Tu as aussi sorti un deuxième livre. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ils sont sortis pratiquement ensemble à quelques semaines près. Et là, par contre, rien à voir avec du SEO. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est le roman. Oui. C'est le roman. Voilà, hop, l'empreinte sacrée. Voilà, j'ai en fait,
ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un roman. Moi, j'aime bien écrire, donc j'avais une idée de roman que j'avais commencé il y a 10 ans de ça. Et puis, je bloquais un peu sur le. Il paraît que c'est assez classique chez les gens, les auteurs. Je ne parle pas d'écrivains, hein, auteurs. Et ça m'embêtait un peu parce que j'avais écrit 80% du bouquin et je bloquais, je procrastinais, etc. Donc, du coup, j'ai fait deux séances d'hypnose sur ce Ouais. sujet-là particulièrement. Et en fait, ça m'a complètement débloqué. Et donc, du coup, Excellent. j'ai fait ça il y a 4 mois, et même pas 3 mois. Et du coup, bah, j'ai fini les 20% qui restaient. J'ai fait un système d'auto-édition, hein, chez Amazon. C'est disponible chez Amazon, chez Google Play, Apple iBooks, enfin, un peu toutes les Kobo, Fnac, etc. Donc, système d'auto-édition. Et puis voilà, c'est un thriller qui se passe entre Marseille, Paris, et puis des endroits où on ne sait pas trop où c'est. Et c'est autour du Saint-Suaire de Turin. Ok. Voilà, une petite histoire avec quelques morts et puis une histoire que j'ai essayé de rendre sympathique. Voilà, les retours sont bons, les gens aiment bien. Voilà, c'était pour me faire plaisir. L'empreinte sacrée, il y a un site, empreintesacrée.fr, ou sinon vous tapez l'empreinte sacrée, ça y est, ça a mis un peu de temps, mais il y a un top 10 de Google sur le nom, l'empreinte sacrée, parce qu'il y a un autre livre en fait qui qui a été écrit par un Canadien, je crois, qui parle de la gémellité des jumeaux, donc absolument rien à voir. C'est un livre scientifique, mais il m'a un peu embêté en termes de SEO. Mais ça y est, là, ça y est, il y a des liens en top 10, donc c'est bon, vous pouvez taper l'empreinte sacrée, c'est bon. Voilà, puis si vous avez envie de penser à autre chose qu'au SEO, parce qu'il n'y a pas de SEO dedans, hein, C'est ce que clairement. j'avais demandé, ouais. Non, dans la suite, peut-être, il y aura quelque chose, mais il n'y a rien du tout. Voilà, il y a des petits trucs qui peuvent y faire penser, mais vraiment de très loin. Mais non, c'est juste pour passer un bon moment, j'espère un bon moment pour lire le soir ou quand vous voulez, en fait. Voilà, ça se lit, Ok. normalement, ça se lit pas trop mal, j'espère, en tout cas. C'est le but. Écoute, ce sera intéressant en effet de le lire. Et juste, t'avais pas fait de recherche sur le titre du livre sur Google avant de voir Si, j'avais vu, mais bon, à partir du moment où il n'y avait qu'un bouquin qui s'appelait comme ça, qui traitait des jumeaux, qui était un livre scientifique, voilà, on n'est pas du tout dans le même domaine, donc et de toute façon, trouver un titre de bouquin qui n'existe pas, c'est un peu comme les .com, hein, ça commence à devenir bien compliqué. Trouver un .com, voilà, c'est un petit peu pareil. Et puis bon, je savais qu'il y aurait peut-être un petit peu de temps, ça a mis un mois au lieu de prendre une semaine pour être en top 10, mais bon, puis au début, il n'y avait aucun lien, donc c'était un peu normal. Voilà. Enfin bon, ça y est, ça s'est débloqué. En plus, c'était à une époque où Google avait des tas de problèmes d'indexation. Sur les nouveaux sites et sur les nouvelles pages, donc ça a pris aussi un peu de temps. Bon, voilà. Puis c'est bien, c'est un bon exercice à faire. Donc voilà, mais maintenant c'est bon. C'est marrant parce que ça s'est débloqué en une journée. Il était 120e et il est passé en top 10 en une journée. Donc c'était vraiment, il y avait un truc, il manquait un truc, quoi. Et je pense que c'était pas rentré dans l'analyse Google, enfin bon, je sais pas trop. Ok. Voilà. Mais voilà, donc ça me plaît bien. Et pour info, je travaille sur des scénarios de bande dessinée qui paraîtront en octobre 2021. Je ne peux pas en dire plus, c'est sous embargo. Mais la bande dessinée sera dans les bacs en octobre 2021. Ok, bah, écoute, super actualité. Et bah, Ouais. si ça te dit, on fera une petite vidéo pour parler des bandes dessinées rapidement. Ça Ah pourrait ben être oui, intéressant. bien sûr. Aucun rapport Euh, avec le SEO non plus, d'ailleurs. ok, ça marche. Ok, et juste pour résumer, pour les personnes qui veulent retrouver tes bouquins, est-ce que tu peux nous redonner les adresses où on peut les retrouver? Alors, donc, le débutant Bible et 500, le mieux, c'est livre-référencement.com, hein, parce que c'est en fait le site sur lequel je présente tous mes bouquins, et celui-là sur l'empreintesacrée.fr, où il est aussi présenté sur livre-référencement.com. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie Olivier. T'en prie. Et puis ouais, on se refera une vidéo à un prochain bouquin, vu que tu es plutôt Eh ben, prolifique en ce moment. oui, voilà, oui. Ça marche. Je te remercie.
Merci beaucoup. Allez, ciao. Bonne journée. Bonne journée à tous.